Bonjour tout le monde! Enfin, pas tout à fait tout le monde. Cette fois, je voudrais parler uniquement aux parents. Oui, parce que ça fait déjà plusieurs semaines et ça va durer encore pendant quelques semaines. Et même après, je pense que ça peut vous intéresser d'en savoir plus sur la pédagogie Montessori pour pouvoir l'appliquer à la maison pendant le temps du confinement, mais aussi après, quand vous serez de nouveau rendu à votre vie normale et que on continuera à collaborer pour le meilleur de votre enfant. Et je me suis rendu compte qu'il y avait encore pas mal de parents qui savaient pas exactement comment ça se passait dans la classe au niveau des programmes, et c'est normal. Et du coup, je vous propose de découvrir ensemble certains aspects de la pédagogie Montessori pour que vous compreniez mieux à la fois comment on fonctionne avec les enfants, mais aussi comment on attaque les programmes, les notions du programme, pour faire en sorte que, à l'équivalent du CM2, les enfants soient prêts pour arriver au collège, si vous souhaitez réintégrer un collège non montessorien. Stop, petite précision, petite parenthèse à propos de ce point-là précisément. Je voulais simplement, après avoir revisionné la vidéo et puis avoir eu un retour de personnes expertes en Montessori et d'autres personnes non expertes, je vais faire des petits ajouts comme ça. Donc l'idée première, évidemment, votre enfant va pouvoir aller au collège comme n'importe quel autre enfant. Mais on ne fait pas tout ce qu'on fait dans la classe dans le seul but que votre enfant aille au collège. Tout ce qu'on fait dans la classe et tout ce qu'on va vous proposer en termes d'éducation Montessori, et c'est aussi quelque part, j'imagine, ce que vous recherchez quand vous choisissez une école Montessori, pas n'importe quelle école privée, mais une école Montessori pour mettre votre enfant, c'est qu'on va préparer les enfants avant toute chose à être maîtres d'eux-mêmes, à pouvoir être maîtres de leur destin, de leur vie, et à pouvoir utiliser le langage, le comprendre et le maîtriser pour leur vie à eux. Donc on va commencer par le langage, tout ce qui est ce qui concerne le langage, et pour nous c'est donc la langue française. Donc quand je dis langage, ça inclut plusieurs choses. Ça va inclure tout ce qui est histoire de notre langage. Et je vous développerai après pourquoi on parle de l'histoire de notre langue française. Ça va inclure tout ce qui est grammaire et syntaxe. Donc c'est l'étude plus systématique de la langue et comment elle est organisée. Mais pareil, je développerai plus tard et tout ce qu'on va mettre dedans. Il y a la partie langage écrit et la partie littérature, qui est une composante aussi importante du langage. Et enfin, la partie langage oral, donc poésie, théâtre, déclamer des textes, lire à haute voix, etc. Parce que c'est important de savoir qu'on ne cherche pas du tout à remplir l'esprit de l'enfant. C'est pas un vase qu'on remplit, c'est une source qui jaillit, comme l'a très bien dit Maria Montessori. Et du coup, le but c'est pas de cocher les petites cases des programmes pour dire bah voilà, mon enfant a tout vu. Mais au final, quel sens ça a pour lui? Qu'est-ce qu'il en a réellement retenu pour avoir travaillé avec des enfants dans des méthodes classiques, dans l'éducation nationale? Je me rends compte que chaque année, même si j'avais des CM2, il fallait qu'on revoie toutes les notions précédentes et que rien n'était définitivement acquis si c'était pas réinvesti régulièrement, si ça n'avait été pas appris avec sens et surtout avec cœur. Et c'est pour ça que les enfants de la classe actuelle, je précise que je ne leur apprends rien, moi. Moi, je suis pas là pour vous apprendre des choses, pour apprendre des choses à vos enfants. Je suis là pour donner les clés du monde à vos enfants et faire en sorte qu'ils découvrent tout par eux-mêmes. Et récemment, il y a une des élèves qui a fait une découverte par elle-même, une découverte en mathématiques, rien à voir avec le langage, mais ça m'y fait penser, une découverte notionnelle, c'est-à-dire qu'elle a compris un concept par elle-même, grâce aux outils que je lui avais donnés et grâce à l'accompagnement de sa maman qui était là, qui était l'adulte qui était là à ce moment-là. Donc nous les adultes, notre job, c'est pas du tout d'aller prendre toutes les notions des programmes et dire allez, on va remplir pour que tout ça rentre, mais c'est de dire de quoi tu as besoin pour te développer, qu'est-ce qui va te permettre d'être un adulte épanoui, heureux, responsable, bien intégré dans la société et capable d'adaptation et de faire des choix éclairés et qui ne se laissera pas manipuler. Eh bien, c'est ce qu'on propose dans l'éducation proposée en élémentaire, qu'on appelle l'éducation cosmique, parce que simplement, elle est globale, elle intègre tous les pans de la culture humaine, y compris tout ce qui concerne l'étude des éléments naturels hors de la culture humaine. Donc voilà pour cette première vidéo un peu plus didactique sur le comment on fait concrètement dans une classe Montessori pour que vos enfants donnent le meilleur d'eux-mêmes et deviennent des personnes
qui ont conscience de la richesse et surtout qui savent l'utiliser, cette richesse qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils ne se laissent pas, qu'on ne laisse pas s'éteindre la petite flamme de curiosité qu'ils ont en eux. Ils l'ont ils l'ont tous à la naissance. Mais simplement, nous adultes, parfois on ne sait pas la voir et parfois on souffle dessus, parfois on met des obstacles sur leur route et ça étouffe cette petite flamme. Et le but, c'est de la garder vivante pour l'entretenir et faire un brasier de connaissances et de curiosité qui enflamme vos enfants, qui les enthousiasme et qui leur permettent de décrocher la lune. Voilà, rien que ça. Je voudrais aussi rajouter par rapport à cette notion d'envie, de plaisir dans l'apprentissage et le fait que l'enfant ne soit pas un vase qu'on va remplir de notions qu'on a décidé qui seraient bonnes à apprendre pour lui. Il y a quelque chose, enfin très concrètement, quand on apprend avec envie, avec une motivation intérieure, intrinsèque, il y a une création d'hormones qui, à ce moment-là, va permettre des connexions synaptiques bien plus efficientes que quand on le fait de façon forcée. Et en plus de ça, la joie que les enfants ont à apprendre, à découvrir quelque chose de nouveau, ça agit sur le cerveau comme une récompense, mais pas une récompense qui sort de nulle part, une récompense qui vient du fait qu'ils ont réussi à comprendre ce qu'ils avaient envie de comprendre, ce qu'ils ont saisi, ce qu'ils avaient envie de saisir. Et du coup, ça fait de ces apprentissages des apprentissages sur le très long terme, voire pour toute la vie. La deuxième chose que je voulais évoquer aussi, c'est parfois dans les vidéos, je vous dis oui, peut-être que là, vous allez vouloir donner tout de suite la réponse à votre enfant ou ce que je dis, c'est pas tout à fait complet mais laissez laissez aux enfants la joie de la découverte. En fait, on donne des clés aux enfants constamment quand on travaille avec eux, mais on n'ouvre pas les portes et du coup on leur laisse la chance, l'opportunité et la joie d'avoir les moments Eureka, les moments où on se dit mais oui, c'est pour ça. Ces moments-là de révélation d'une connaissance, ils ne peuvent le vivre que si on leur laisse l'opportunité de le vivre. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on ne va pas tout donner à l'enfant. C'est lui qui va se saisir de ce qu'on lui donne et va aller creuser après par lui-même, poursuivre son propre intérêt qu'on a éveillé avec différents outils ou qu'on a suivis en fonction de l'observation qu'on a fait de l'enfant. Alors pour commencer cette série un peu plus théorique pour les parents sur le langage, je voulais vous préciser que le langage, en fait, dans l'éducation montessorienne, est considéré en 6-12 ans comme le produit de l'humanité tout entière, c'est-à-dire qu'on va parler des premiers hommes qui ont parlé, de comment s'est développé le langage, de comment il s'est transmis jusqu'à nous. Donc d'un certain côté, il y a cette idée que l'enfant, en utilisant le langage, s'inscrit dans cette tradition vieille comme l'humanité et qui permet aux humains de se comprendre, d'échanger, de pouvoir échanger des idées, de pouvoir exprimer leurs émotions, de pouvoir créer, de pouvoir coopérer. Et du coup, ça rejoint vraiment, enfin ça implique un sentiment de reconnaissance, de gratitude et d'identification à tous les hommes les hommes et les femmes qui nous ont précédés et qui ont créé, modifié, augmenté le langage. Mais c'est pas seulement une création de l'humanité, c'est aussi la création de chaque enfant. Chaque individu va développer le langage et il n'y a personne qui apprend à parler à un enfant. Personne va donner des cours pour qu'un enfant apprenne à parler. Et pourtant, peu importe où il naît, peu importe la complexité de la langue dans laquelle il naît, il va savoir parler. Et au bout d'1 an, 2, 3 ans, il sait construire des phrases et il sait échanger, se faire comprendre, dire ce qu'il a besoin de dire pour assouvir ses besoins, pour communiquer avec les autres, pour exprimer ses sentiments. Et du coup, voilà, c'est vraiment l'étude du langage. On va à la fois travailler sur cette notion de prolongation de toute l'histoire du langage qu'il y a eu avant nous et d'enrichissement de la découverte propre de l'enfant, de son langage à lui, de comment il y passait du stade où il arrivait à peine à dire maman au stade où il peut construire des phrases très complexes et en plus les analyser, les retravailler pour qu'elles soient les plus précises possibles et qu'elles traduisent précisément leurs pensées. Plus un enfant a du vocabulaire, plus il sait exprimer ses émotions, moins il va passer par la violence, moins il va être frustré.
moins il va vouloir utiliser les coups à la place de ces mots, et ces mots il pourra les utiliser de façon beaucoup plus précise et ainsi se faire mieux comprendre. Et quand on se fait mieux comprendre, on peut aussi exprimer des besoins beaucoup plus complexes, on peut dénouer des situations beaucoup plus difficiles. Donc voilà, c'est un peu ces deux aspects du langage qu'on va travailler. Et pour cela, on va étudier tout le côté construction du langage, donc comme je vous ai dit précédemment, avec la grammaire, la littérature, la production d'écrits, le langage oral, l'histoire du langage. Voilà. Et pour illustrer cette conception du langage dans l'éducation montessorienne en élémentaire, je voulais vous donner une petite citation de Maria Montessori. Le langage est au cœur de la transformation de l'environnement que nous appelons civilisation. Le pouvoir de penser n'est pas suffisant. Aussi intelligents que soient les hommes, cette intelligence seule n'aurait pas pu produire les délibérations et les accords entre eux étaient nécessaires pour leur réussite. Le langage est un instrument de pensée collective. Donc ça c'est donc Maria Montessori dans L'esprit absorbant, un livre fantastique que je vous recommande chaudement si vous ne l'avez pas encore lu. Et elle continue, il y a des expressions d'accord entre les membres d'un groupe humain. Les mots sont des liens entre les humains et le langage qu'ils utilisent se développe et se ramifie en accord avec les besoins de leur esprit. Donc voilà, avec les enfants, on va étudier leur langage et aussi le langage dont ils ont hérité. Dans leur langage, les enfants, les premières découvertes qu'ils font, c'est que le langage est composé de sons. Donc c'est toute la phonologie, que le langage il est composé de sons qu'on a mis bout à bout pour former des mots. Et ces mots s'agencent d'une certaine manière dans la phrase pour former des unités de sens. Et ces phrases s'organisent elles-mêmes dans un texte pour exprimer des idées. Donc on va étudier la phonologie, la morphologie des mots. Donc la phonologie, l'étude des sons, la morphologie, l'étude des mots, comment ils sont construits, mais aussi la syntaxe, comment à l'intérieur d'une phrase et d'un texte, les mots s'organisent et les phrases s'organisent pour créer des unités de sens qu'on va pouvoir produire, lire, étudier, sur lesquelles on va pouvoir réfléchir et qui vont nous servir à nous enrichir. Je rajoute juste une petite notion qui me semblait importante, c'est que donc je vous ai parlé du bébé qui apprend le langage, qui sans qu'on lui apprenne quoi que ce soit sciemment, consciemment, parvient à développer un langage de plus en plus riche. C'est hyper important d'être pour un enfant d'être dans un environnement où il entend parler les gens. Un enfant à qui on ne parle pas, il y a eu des études horribles qui ont été faites là-dessus, mais il n'y a évidemment pas à notre siècle, enfin j'espère qu'il n'y en a plus, mais il y en a eu dans les siècles précédents, des enfants qui étaient placés dans des nurseries, enfin dans des orphelinats, des enfants qui avaient plus de parents, et les personnes qui s'en occupaient étaient à l'époque je crois des religieuses, et soit parce qu'elles n'avaient pas de temps, soit parce qu'elles n'en avaient pas l'envie, en tout cas par méconnaissance de la façon dont se développe un bébé, c'est sûr. Elles ne leur parlaient jamais, elles ne les câlinaient presque jamais, ces enfants étaient laissés quasiment à l'abandon. On nourrissait leurs besoins dans le sens où ils étaient changés, peut-être pas très régulièrement, mais ils étaient changés, ils étaient nourris, mais on nourrissait pas leurs besoins spirituels, c'est-à-dire qu'on ne leur parlait pas, on ne leur offrait pas d'amour, on ne leur chantait pas de berceuse ou quoi que ce soit. Et ces enfants sont morts massivement en fait d'absence de lien humain et d'absence de paroles échangées, de contact. Donc voilà, le langage, sans aller dans ces extrêmes-là, mais est très important pour le développement émotionnel, intellectuel de l'enfant dès la toute petite enfance, dès la naissance et même avant la naissance, puisque dans le ventre de la future maman, les enfants, à travers la paroi utérine, peuvent percevoir les sons, les voix, les vibrations. L'ouïe est déjà développée, je ne sais plus à partir de quel mois, mais en tout cas elle se développe et voilà, du coup, d'où l'importance de parler à vos enfants, de ne pas utiliser un langage trop bébé, parce que c'est pas comme ça qu'on va leur apprendre les schémas, les structures de la langue française. Et en plus de ça, le fait d'entendre de façon très récurrente les mêmes schémas, c'est ça qui fait qu'ils les mémorisent. N'hésitez pas d'ailleurs à parler à vos enfants, même tout petits, un langage
assez précis, voire même soutenu pour certains mots. N'hésitez pas à employer des mots qu'ils ne connaissent pas. Au contraire, ça lui permet d'enrichir sa propre compréhension et sa propre capacité à s'exprimer. Et les enfants, petits, raffolent de ce genre de mots nouveaux. Et ça donne l'impression, moi, à chaque fois que je leur donne un mot nouveau un terme scientifique, je leur dis sur le ton un petit peu de la confidence. Voilà, les géomètres qui sont les experts qui étudient les formes, et la géométrie ont un vocabulaire très particulier pour parler de telle ou telle chose. Du coup, voilà, ils rentrent un petit peu dans cette grande communauté des gens qui ont un vocabulaire précis pour parler de chaque chose. Et ça, c'est hyper structurant pour un enfant. Et en plus de ça, le fait de lui parler avec un langage tel qu'on l'utilise, un langage qu'on manipule avec soin, avec précision, c'est une façon d'honorer et de respecter l'intelligence de l'enfant. Et grâce à l'esprit absorbant de l'enfant, qui est un travailleur inconscient, c'est-à-dire que lui, euh, étant tout petit, de 0 à 3 ans, il absorbe tout ce qu'il y a dans le monde, de façon complètement inconsciente et sans effort, y compris le langage. Donc c'est à cette période-là, pour lui, peu importe le nombre de langues qui seront parlées, peu importe la difficulté des langues, il va les absorber. Il n'y a pas que les langues, il absorbe aussi plein d'autres choses, mais la sensibilité de l'enfant à ce moment-là est vers le langage. Un enfant, on peut le soumettre à plein de bruits différents. Si parmi tous ces bruits, il peut y avoir des bruits de la nature, des bruits mécaniques, des bruits informatiques, s'il y a une voix humaine, il va tourner la tête vers la voix humaine. Il est sensible, il est attiré par le langage oral, quand il est tout petit. Et d'ailleurs, il y a plein d'émissions qui proposent à vos enfants de savoir parler anglais, espagnol, que sais-je, par la télé ou par des écrans. C'est peut-être efficace pour des enfants un peu plus grands. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un enfant jeune ne pourra jamais devenir bilingue en regardant la télé ou en regardant un programme de jeu éducatif. Il pourra commencer à avoir quelques notions, mais il pourra jamais apprendre autant, il pourra jamais apprendre à parler une langue en écoutant juste un logiciel éducatif, parce qu'il y a énormément de choses dans le langage qui passent par le non-verbal aussi et par les expressions du visage des personnes qui sont en face de lui. Et en plus de ça, le fait qu'un enfant soit en permanence entouré de personnes qui lui parlent, qui lui sourient, qui ont des émotions face à lui, qui rient, qui sont joyeuses, ou même qui sont moins joyeuses, hein. On a toutes sortes d'émotions, il n'y a pas que des positives. Mais quoi qu'il en soit, le fait qu'il puisse être au contact d'autres êtres humains qui montrent des émotions, ça augmente énormément son potentiel d'empathie. Et l'empathie, c'est ce qui permet, c'est un peu le lien de la société. Si on n'est pas empathique avec d'autres personnes, si on ne comprend pas ce qu'une autre personne peut vivre, on va avoir plus tendance à avoir des comportements pas très agréables pour les autres, voire asociaux. En tout cas, peu civiques. Et pour en finir sur le sujet des écrans pour l'apprentissage d'une langue, une vidéo, un écran, une émission de télé ne permet aucun lien affectif avec l'enfant. Et c'est justement ce lien affectif qui va permettre de nourrir l'enthousiasme de l'enfant et donc de créer des connexions synaptiques qui assurent une connaissance sur le long terme. Quand l'enfant grandit, il arrive toujours au premier plan de développement, donc entre 0 et 6 ans, mais il passe l'âge de nourrisson, de bébé, il devient petit enfant, donc entre 3 et 6 ans. Et entre 3 et 6 ans, les enfants font en général 4 découvertes, et ce qui était incroyable, enfin moi ce qui m'a bluffé dans les livres de Maria Montessori que j'ai lus, c'est qu'elle a exploré plein de pays, elle a observer les enfants dans plein de pays différents, dans plein de cultures, dans plein de couches sociales différentes. Et à chaque fois, à cet âge-là, elle a découvert que les enfants faisaient 4 grandes découvertes phénoménales et fondamentales pour leur développement ultérieur. La première, c'est qu'il existe plus de mots dans leur langue, quelle qu'elle soit, que les mots qu'ils connaissent déjà. Donc ils vont pouvoir enrichir leur vocabulaire. Et ils ont une soif de mots, les petits enfants, les enfants vers 3, 4, 5 ans. Vous leur dites n'importe quel mot, vous pouvez leur parler d'un mot hyper technique, ce sera aussi simple à enregistrer que le mot table ou le mot chaise. Parce que ce n'est qu'un mot. Et pour eux, c'est un mot qui répond à leurs besoins de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Vous savez, vos enfants vous le disent tout le temps. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? Ben voilà, ils ont besoin qu'on mette des mots sur tout ce qui les entoure. Ça les aide à structurer.
Donc voilà, découverte numéro 1, il existe beaucoup plus de mots que ceux que je connais et je vais pouvoir en découvrir plein. Donc cette soif de vocabulaire. Deuxième découverte, quand on leur lit des histoires, qu'ils reçoivent des lettres de leurs grands-parents ou de leurs amis, ou qu'ils regardent des livres eux-mêmes, ils se rendent compte que le langage peut être visible. Ces petits dessins-là, quand mon papa les regarde, eh ben, il peut lire ce qu'il y a écrit. Il me raconte l'histoire juste grâce à ces petits dessins tout noirs là. Ben voilà, c'est l'écriture, c'est la découverte de l'écriture. Et du coup, un attrait énorme pour les lettres et pour l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Troisième découverte, grâce à ce système d'écriture, la pensée des autres peut être lue et entendue. Donc ça, c'est le goût pour la lecture. Je peux communiquer avec quelqu'un qui n'est pas avec moi simplement en lisant la lettre qu'il m'envoie. Je peux savoir ce que pensait une personne qui vivait il y a 200 ans en Chine simplement en lisant ce qu'il a écrit. Donc ça, c'est la découverte de la lecture. Et la quatrième découverte, c'est que les mots ont un rôle et un ordre dans les phrases. Si on les change d'ordre, les enfants se rendent compte tout de suite. Parfois, on fait des jeux. Là, en grammaire, on a des jeux où on va on va exprès leur dire une phrase qui n'est pas correcte grammaticalement parlant, et on compte sur le fait qu'ils aient justement entendu ces structures grammaticales depuis leur naissance, et ils vont dire non mais c'est pas comme ça. Et donc là, ils vont se rendre compte qu'il y a un ordre dans la phrase, qu'elle a besoin d'être structurée, d'avoir une syntaxe particulière pour être cohérente. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand les enfants découvrent, grâce à la littérature, à la poésie, au théâtre, que si l'ordre change, parfois ça veut quand même dire quelque chose, mais ça peut vouloir dire quelque chose de différent, et qu'on peut vouloir dire la même chose en changeant l'ordre des mots, mais en donnant une nuance particulière, une coloration particulière, en donnant une image encore plus précise de ce qu'on veut dire. Et tout ça, c'est l'étude de la grammaire. La grammaire, on entend souvent dire mais ça sert à rien dans la vie de tous les jours, je m'en fiche de savoir ce que c'est qu'une proposition subordonnée relative. Voilà. Bon, c'est vrai dans la vie de tous les jours, consciemment, ça ne nous sert à rien. En revanche, ça nous permet de pouvoir mieux comprendre les textes, de pouvoir mieux en écrire nous-mêmes, de pouvoir mieux apprécier la beauté de la langue française. Et la beauté, ça sert pas à rien, c'est essentiel dans le monde. Donc voilà, il y a plein de raisons qui font que la grammaire, elle nous permet d'aller plus loin et de pouvoir mieux exprimer ce qu'on a envie d'exprimer et de mieux comprendre ce que les autres ont envie d'exprimer. Et ça, au-delà de tous ces intérêts-là, je sais pas comment dire, qui peuvent être peut-être perçus comme inutiles, voilà, il y a aussi le fait que la structure du langage et l'ordre qu'on retrouve dans le langage, c'est le même principe d'ordre, de structure et d'harmonie qu'on va retrouver dans tous les domaines de l'éducation et qui va permettre aux enfants d'avoir eux-mêmes une structure, un ordre et une harmonie interne, intellectuelle. Et cet ordre, cette structure et cette harmonie, on en parle dès le début de l'éducation élémentaire en racontant l'histoire de l'univers qui n'est que ça en fait. Ce n'est qu'une ordre, une structure, une harmonie de principes physiques, de principes chimiques, de principes biologiques qui organisent l'univers. Et donc on retrouve cette organisation dans la grammaire. Je suis sûre que vous n'aviez jamais vu la grammaire comme ça.